Semoga. Alors j'invite le deuxième intervenant, M. Dieudonné Kabimbi-Ngoï, président de la nouvelle génération citoyenne pour la RDC, la NOGECI, pour venir nous entretenir toujours dans le cadre de l'indépendance à aujourd'hui. Quel bilan politique, quelle perspective? Monsieur Kabimbi-Ngoï. Bonjour, chers compatriotes. Mon nom est Dieudonné Kabimbi-Ngoï. Je suis effectivement congolais et aux commandes d'une jeune organisation appelée NOGECI que je vais vous présenter en quelques minutes, quelques secondes, je dirais, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ici, c'est vrai que nous sommes contraints de nous soumettre aux contingences de la technologie. Je vais vous présenter une petite présentation en PowerPoint. Désolé de vous tourner le dos. Ce sont les contingences de présentation de la salle qui m'obligent en fait à le faire. Voilà. La nouvelle génération citoyenne pour la RDC est une jeune organisation qui est née le 12 janvier 2015, qui est née sur des valeurs et certains principes. Les valeurs fondamentales en fait sur lesquelles cette organisation a été créée sont l'usage de la vérité, de l'engagement et de la responsabilité. Parce que nous considérons que ces trois valeurs, avec leurs corollaires, sont celles-là qui permettront à notre pays, si nos comportements se fondent sur ces valeurs, de connaître une réelle avancée dans la gestion de notre pays. Donc notre grand combat, le grand combat que la NOGECI se fixe, c'est lutter notamment contre l'amalgame, le mensonge et la manipulation et l'ignorance, qui sont en fait, que nous considérons comme étant un véritable cocktail qui est à la base de la misère de notre pays. Et ce cocktail-là, c'est un cocktail utilisé à loisir par ceux à qui la gestion de l'État était confiée. Ça veut dire les politiciens et en particulier les présidents de partis politiques qui sont finalement les maîtres d'œuvre dans la gestion de notre pays. Nous considérons effectivement au niveau de la NOGECI que la gestion de l'État est remise aux politiciens et les grands acteurs politiques, ce sont les présidents de partis. Et tout ce qui se fait actuellement peut être mis effectivement sous la responsabilité des attitudes de ces hommes politiques. Et c'est la raison pour laquelle je me suis proposé, en tout cas lorsque j'ai eu connaissance de l'organisation de ce colloque, de pouvoir parler du rôle des politiciens et des partis politiques congolais de 1960 à nos jours. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, comme vous allez le constater, il s'agit de regarder les tendances lourdes et de pouvoir effectuer un petit bilan en fonction de ce que la société congolaise attend des hommes politiques et des résultats auxquels nous arrivons. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater en termes de bilan? Qu'est-ce que la population congolaise attend de l'État? Attend de l'État, ça veut dire de ses acteurs politiques. Une des premières attentes légitimes, c'est la protection de son intégrité physique. Cela s'exprime en termes d'assurance d'une situation de paix, sinon à nos frontières par l'intérieur du pays. Par rapport à ces attendus, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons la porosité de nos frontières, due notamment avec une armée qui est composée d'anciens dirigeants. Ça demande aussi. Nous avons une armée et une police qui est formée à brutaliser la population civile. Alors que la population attend de pouvoir vivre en paix et en sécurité, les autorités politiques nous offrent une armée et une police qui est formée à protéger la population civile. Nous connaissons des multiples causes d'insurrection et de violence ethniques dans notre pays.
Deuxième point qui touche en fait à la protection de l'intégrité physique, c'est l'accès à la santé. Alors, la santé, elle est assurée par l'alimentation notamment et par l'accès aux soins de santé. Qu'est-ce que nous constatons? Que notre pays est un importateur des denrées alimentaires de première nécessité. Et ces denrées alimentaires ne sont pas contrôlées. Nous avons eu droit au Congo à consommer de la vache folle. Nous avons eu au Congo la possibilité de consommer ce qu'on appelle une farine qu'on appelait au Katanga, notamment le vimba et le choco, qui est en fait une farine totalement variée qui a été offerte à la population. Le service de santé publique et rudimentaire, on s'attend. Le Congo est une terre d'épidémie et d'endémie. Tous les soins de santé de qualité sont privatisés et inaccessibles aux Congolais moyens. En termes d'épanouissement psychique, la population congolaise attend quoi? Attend de pouvoir accéder à l'éducation, d'accéder à l'enseignement de qualité, d'accéder à l'information, d'aussi accéder au droit de participer à l'édification d'un avenir commun, ça veut dire du droit politique. Qu'en est-il au niveau de l'éducation? L'éducation ici, nous avons fait exprès de bien séparer éducation et enseignement, même si cette confusion est constamment d'application dans notre pays, notamment dans la responsabilisation de nos ministères. Bien souvent, on agglomère ministère de l'éducation et de l'enseignement, mais quand on regarde effectivement le travail que le ministre de l'enseignement tente de faire, c'est principalement sur l'enseignement en fait qui s'apaisantit. Au niveau éducation, il y a tout le réseau d'éducation aux valeurs qui avait été notamment organisé à l'époque coloniale par les religieux. Tout ce réseau-là a été démantelé et dévoyé au profit de la fanatisation et du culte de personnalité. L'accès à l'enseignement. Là, l'enseignement chez nous, que ce soit l'enseignement primaire ou l'enseignement universitaire, est sous influence de trafic. Il y a des trafics d'influence politique. Nous connaissons tous les cas de diplômes sexuellement transmissibles, des diplômes commercialisés. Ils sont effectivement à mettre en rapport avec ce que avec le premier intervenant a relevé tout à l'heure, le rôle des intellectuels, parce que les diplômes sont effectivement accordés par des universitaires en général. Et le sexe est un élément de pouvoir, est un élément probant pour pouvoir obtenir un diplôme. Il y a la question de la tricherie aux examens d'État, qui est organisée par les ministères de l'enseignement supérieur, avec le système de labo, je pense que tout le monde connaît. Le désinvestissement en termes d'infrastructure et en termes de motivation des enseignants, c'est quelque chose d'indiscutable. En termes d'accès aux droits politiques, l'accès aux droits politiques est facilité aux courtisans des présidents de partis politiques. Lorsque vous êtes membre d'un soi-disant parti politique, vous avez des possibilités, sous base de trafic d'influence, de pouvoir accéder à certains postes, que ce soit au niveau des structures étatiques ou même dans les entreprises privées, parce que, comme nous savons, nous avons chez nous le culte des ministres 10% et des magistrats 15%, des gouverneurs 10%, qui s'impose dans chaque actionnariat pour pouvoir assurer la protection des acteurs économiques qui viennent chez nous. L'accès à la justice, là aussi, nous avons toujours le trafic d'influence, la corruption des magistrats et la collusion constante entre les politiciens et les magistrats. Toujours en termes de psychique, nous avons la question de l'accès, en tout cas de la protection de la propriété privée. Les spoliations des propriétés foncières sont légion. Là aussi, une collusion entre les politiciens, les magistrats et les autorités militaires, les agents du cadastre qui font impunément ce genre de choses et rien ne se fait. Au niveau du travail, les présidents de partis politiques, effectivement, jouent un rôle. Donc, je vais parler aussi, il y a aussi la question de l'asphyxie des PME.
les petites et moyennes entreprises qui essaient de s'installer chez nous, notamment portées par les étrangers, sont bien souvent découragées par ces ministres 15% et 10%. Il n'y a que les grosses entreprises minières qui ont la possibilité de pouvoir payer les 10% qui sont réclamés, enfin, quelques millions qui sont réclamés par les ministres, qui parviennent à s'installer grâce au fait qu'ils ont une capacité, je dirais, de rentabilité qui leur permet de pouvoir dégager les moyens pour pouvoir corrompre tous ces responsables politiques. Quant à la liberté de circuler et à s'installer sur le territoire congolais, nous pouvons dire que c'est un des droits qui est garanti au pays. Il n'y a pas vraiment de grands problèmes à ce niveau-là. Quel est le bilan, d'une manière globale, sur des matières globales, notamment en parlant de l'indépendance totale et immédiate qui avait été réclamée en 1960 par les Congolais? Nous aboutissons à quoi? C'est cette coopération économique entre la RDC et la Chine qui est, pour une fois, non conditionnée politiquement et qui permet finalement à notre pays, à notre population, de pouvoir accéder à certains biens, fussent-ils de mauvaise qualité, mais quand même qui leur permet de pouvoir accéder à une certaine modernité. Quant à l'état de droit démocratique que nous attendons tous depuis 1960, nous aboutissons en fait à une particratie de compradors. Parce que ces présidents de partis politiques sont pratiquement tous membres de l'actionnariat des différentes entreprises, étrangères auxquelles ils assurent une certaine impunité. Donc, en analysant un peu de manière globale les attendus de la population par rapport à ce qu'ils reçoivent, on peut dire que, comme disait la présidente de la Convention, que le bilan est quasi négatif. Enfin, oui. En tout cas, il n'est pas globalement négatif, mais il est quasiment négatif, si peu inexistant. À part quelques éléments que nous pouvons effectivement avancer, notamment par rapport à la monnaie qui est malgré tout non convertible, mais qui reste stable et qui permet finalement à la population de pouvoir vivre plus ou moins. Donc, actuellement, nous espérons pouvoir accéder au statut des pays émergents. Alors, quel a été le rôle des présidents de parti depuis 1960? Les présidents de parti ont considéré se sont arrogés comme seule mission celle de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible pour s'enrichir rapidement et impunément. Et pour s'assurer cela, ils érigent dans les éléments importants de la construction de l'état de droit, notamment la Constitution, des éléments conflictogènes pour susciter l'agitation politique et donner l'impression qu'ils travaillent, provoquer des crises infinies qui empêchent finalement à toute la classe politique de pouvoir gérer les éléments que la population attend. Là, quand on analyse la loi portant, les différentes lois portant organisation et fonctionnement des partis politiques, là aussi on se rend compte que ces lois-là protègent le carriérisme politique et qui poussent certains effectivement à multiplier à foison le nombre de partis politiques avec une certaine légèreté qui nous amène aujourd'hui à 400 partis politiques. Donc, la loi portant organisation et fonctionnement des partis érige le multipartisme comme étant un dogme. Et d'ailleurs, c'est le seul principe qui promet à tout contrevenant de pouvoir subir une peine qui est passible de haute trahison. Voilà. Le temps étant court, je vais essayer d'aller rapidement. En tout cas, on ne peut pas passer non plus, on ne peut pas sauter
il faut vous parler quand même du stratagème hein, de conquête et de conservation du pouvoir, qui est celui en fait de diviser la nation congolaise pour pouvoir régner. Les partis politiques, pratiquement tous les partis politiques, ça veut dire même ceux qui sont reconnus, se basent sur la tribu, sur l'ennemi pour pouvoir accéder au pouvoir. Et cela, malheureusement, à l'encontre de la cohésion sociale de la population. Donc la nation congolaise, qui est en fait un projet qui n'est pas encore une réalité, parce qu'elle provient d'un conglomérat de nations qui ont été disloquées en 1985, et puis on a aggloméré les lambeaux d'État, au lieu de s'engager à construire une véritable nation où l'élément ethnique puisse être considéré comme étant une richesse, mais les partis politiques préfèrent miser sur la tribu pour pouvoir s'arroger les droits exclusifs à l'accès au patrimoine appartenant à tout le monde. Donc il y a ça, ils cultivent l'ignorance populaire, ils cultivent la misère populaire, ils abusent d'amalgames et de mensonges pour nourrir un fanatisme ayant le même objectif, avoir du pouvoir et s'assurer l'accès aux dénis. Alors, dans tout ça, quelles sont les perspectives en fait que nous pouvons tracer? C'est vrai que pour la nouvelle génération citoyenne pour la RDC, l'heure n'est pas au pessimisme. Nous sommes optimistes. Donc, il faut qu'on considère que la classe politique que nous avons héritée depuis 1960 est à l'état démocratique, est à l'état de droit démocratique et à la nation congolaise, ce que la mérule et les termites sont à la charpente en bois d'une maison familiale. Donc, une fois qu'on est conscient de cela, nous, membres de la société civile, nous devons comprendre qu'il est urgent et primordial d'œuvrer pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et pour cela, la NOGECI propose que nous puissions développer un réseau d'éducation à la citoyenneté responsable qui vise les jeunes, qui sont des futurs électeurs et les futurs élus, qui vise les forces de l'ordre et les forces d'armée, les agents de l'État. Car c'est un chantier, le chantier d'éducation est le chantier le plus méprisé par les politiciens congolais depuis 1960. Cette mission, elle est indispensable et incontournable, et elle permettra en fait à la société civile congolaise d'être considérée un jour comme étant une société civile crédible et compétente. La mission, en termes d'action que ce réseau d'éducation à la citoyenneté responsable aura, il s'agira de faire approprier à toute la population congolaise les valeurs indispensables en fait au projet républicain. Il y a la vérité notamment, c'est qu'il n'y a que dans la vérité que l'on peut libérer effectivement quelqu'un. Il n'y a que dans la vérité qu'on peut faire un véritable choix, un choix authentique. Lorsqu'on fait un choix sur base de mensonges et tout ça, c'est pas un choix légitime que l'on peut assumer. Parce que dès qu'on se rend compte dans la supercherie, on cherche absolument à quitter le cadre parce qu'on a été trompé. Donc nous, au niveau de la NOGECI, nous prônons en tout cas le respect des accords et le respect de l'intérêt collectif. Et nous considérons que tous les accords que nous avons, notamment la Constitution de la République, le plus important n'est pas le texte. Ce qui est important, c'est l'esprit du texte. Se poser la question de savoir pourquoi tel article a été inscrit dans la Constitution. Lorsque le texte ne respecte pas l'esprit de la Constitution, ce texte doit être modifié. Ça, c'est notre vision des choses. Et nous demanderons aussi à ce réseau de pouvoir diffuser largement le contenu de la Constitution pour que les traductions erronées de ce contrat national ne puissent pas permettre aux manipulateurs
de se jouer de la population. Voici ce que nous avions préparé, en tout cas échangé avec vous. Pour le reste, je pense que nous en discuterons aussi bien dans les ateliers et dans les questions-réponses. Nous vous remercions de votre confiance et de votre patience. Merci beaucoup. C'était M. Dieudonné Kabin Ngoï de la